Alors, bonjour à tout le monde. Ah voilà, je vois les pouces. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette dernière conférence de notre cycle annuel à la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Alors, mon nom est Martin Blais, j'en suis titulaire. Aujourd'hui, la présentation va porter sur, en fait, va nous Éric Feuger, voilà, donc qui assume la présentation d'aujourd'hui, va nous tracer un portrait des familles homopaternelles adoptives au Québec. Alors, je perds mes notes. Alors, une petite note biographique sur Éric Feuger. Alors, après avoir exercé comme psychomotricien en France, Éric a par la suite enseigné la psychologie collégiale pendant plus d'une décennie. Alors, nouvelle recrue du département de psychologie à l'UQAM depuis 2020, Éric a mis en place un laboratoire de recherche qui s'intéresse principalement au développement d'enfants issus de la diversité familiale. On entend par là famille homopaternelle, lesboparentale, transparentale, pluriparentale notamment. Il s'intéresse aussi aux différents moyens d'accès à la parentalité pour les minorités sexuelles et de genre. Son expertise première concerne le développement d'enfants adoptés au Québec par des couples d'hommes et particulièrement la qualité de l'attachement à leur père ainsi que les relations avec leur père à l'école. Alors, je ne vous ferai pas le résumé de la présentation. Je vais plutôt céder la parole à Éric et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, Martin. À Merci toi. beaucoup. Bonjour tout le monde en présence et en ligne. Je suis ravi d'être ici. Alors, si vous le permettez, je vais commencer par rappeler que la conférence se donne à Tiohtià:ke, connue sous le nom de Montréal, qui est une terre autochtone non cédée, lieu de rassemblement de nombreuses Premières Nations, notamment Mohawk. Ensuite, je vais me situer par rapport à mon terrain de recherche. Donc, je suis un homme, cis, blanc, franco-canadien, comme vous l'entendez à mon accent, 20 ans d'un côté de l'océan, 20 ans de l'autre. Et puis, je suis moi-même parent d'accueil d'un petit coco de 18 mois que j'ai accueilli il y a déjà presque un an avec mon conjoint. Donc aujourd'hui, c'est ça, je viens vous parler spécifiquement de familles homopaternelles au masculin dans un contexte d'adoption locale. J'ai commencé à collecter des données auprès de cette population-là en 2015 et 2018 dans le cadre d'une thèse doctorale. Et puis, depuis mon arrivée à l'UQAM, on est retourné voir cette cohorte, en tout cas un sous-échantillon de cette cohorte-là en 2022. Et là, présentement, on est en train de faire une troisième phase de collecte de données. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un tour d'horizon des faits les plus saillants qu'on a recueillis dans les 2 premières phases de collecte de données. Je ne vais pas m'attarder dans les détails méthodologiques, statistiques, parce que je veux rendre ça quand même assez digeste, mais j'ai un programme quand même assez chargé, assez ambitieux. Donc, allons-y. Je vous le présente tout de suite. Le programme ambitieux est ici. Je voudrais, dans un premier temps, vous parler de la motivation des couples d'hommes à adopter au Québec et leurs préférences par rapport au sexe, à l'âge et à l'origine ethnique des enfants. Deuxième bloc, il concernera le degré d'engagement des pères dans les différents domaines de soins et d'éducation aux enfants et la répartition du travail parental. Par la suite, on s'intéressera à l'adaptation socio-affective des enfants et j'insisterai particulièrement sur la question de l'attachement. Et pour finir, donc là, nos jeunes sont rendus des ados ou des pré-ados. Donc, on est allé voir leur expérience avec leur père, PAIRS, c'est mêlant, dans un contexte scolaire. Puis ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous présenter des résultats préliminaires qui rendent compte de l'expérience particulièrement de jeunes racisés. Donc voilà, c'est parti. Peut-être en guise d'introduction, un petit rappel sur les différentes voies d'accès pour les couples d'hommes à la parentalité. Donc, il y a la recomposition familiale avec un homme après une union hétérosexuelle pendant très longtemps dans la recherche, dans les années 80-90. C'est surtout ces pères-là auxquels on s'intéressait. Puis, depuis les années 2000, on voit d'autres configurations apparaître. Donc, par exemple, la coparentalité biologique ou partagée, généralement au moyen de techniques de procréation médicalement assistée ou parfois de façon artisanale à la maison. Une autre voie particulièrement prisée par les couples d'hommes, c'est bien sûr la gestation pour autrui via une personne porteuse. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'adoption domestique ou en tout cas l'accueil d'enfants qui sont issus des services sociaux ou de milieux institutionnels. Je rappelle que l'adoption internationale, ce n'est pas tellement une voie possible pour les couples d'hommes dans le sens où tous les pays qui sont partenaires du Québec
ne confient pas donc leurs enfants à des couples de même genre. Je crois à l'exception de la Colombie, me semble, mais ce sont des enfants en général plus âgés et malheureusement lourdement handicapés. Donc, ils sont nombreux, les couples d'hommes ici au Québec, à opter pour l'adoption domestique, à un tel point que parfois on parle de baby boom. Alors, ça, c'est possible notamment grâce à la loi 84 de 2002, qui donc redéfinit les règles de filiation pour y inclure les couples de même genre. Et donc, les couples d'hommes, notamment, peuvent avoir accès à l'adoption domestique via ce qu'on appelle la banque mixte, qui relève donc des services d'adoption des centres jeunesse, les 17 centres jeunesse régionaux. Un petit mot très rapide sur la banque mixte pour ceux qui sont moins familiers et familières avec ce programme-là. C'est un programme qui a été créé dans les années 80, qui consiste à placer des enfants qui en ont besoin dans des familles d'accueil. Ces enfants continuent d'être en lien avec leurs parents biologiques via des rencontres supervisées. Les parents d'accueil n'ont pas forcément la garantie d'adopter l'enfant, mais dans 97% des cas, ces enfants-là vont rester dans les familles ou parce qu'un juge ordonne un placement en majorité ou parce que l'enfant devient adoptable. Quelques chiffres, pas de statistiques officielles, mais on estime que c'est à peu près un tiers des enfants de la banque mixte qui sont confiés à des couples d'hommes. Donc, j'en viens à vous présenter mon échantillon. Donc, à la première phase de collecte de données, on est allé chercher 46 couples de pères gays, donc 92 pères, alors 46 enfants. Deuxième temps de mesure, on en a récupéré 59. Donc, je vous présente globalement les données sociodémographiques pour vous présenter le portrait. En moyenne, aujourd'hui, ces hommes ont 48 ans. Donc, je vous rappelle, ils sont maintenant parents de pré-ado-ado. Ils sont majoritairement mariés, donc fatalement, 7 ans plus tard, le nombre de séparés et de divorcés a augmenté, on est rendu à 23%. Très fortement diplômés, vous voyez que c'est les 3/4 de l'échantillon qui ont au moins un diplôme universitaire et ils sont relativement fortunés. Vous voyez, en 2022, le deuxième temps de mesure ici, 95 000 de salaire moyen. On se rappelle que le revenu moyen individuel au Québec, c'est 55 000. En ce qui concerne leur origine ethnique et raciale, ils sont très majoritairement blancs. On a 90% de l'échantillon qui est blanc et qui est né et qui a grandi au Québec, les 3/4. On a à peu près un quart de l'échantillon qui est immigrant, surtout l'immigration française, 18,5%. Et le reste, c'est essentiellement des immigrants Amérique du Sud, Europe de l'Est, Moyen-Orient. Ils sont ensemble depuis 19 ans, plus de 19 ans en moyenne. Et ils ont majoritairement 2 enfants, puis quelques courageux qui en ont 3 ou plus. En ce qui concerne les enfants, donc au premier temps de mesure, ils étaient presque tous au préscolaire, en moyenne 5 ans. Aujourd'hui, ils sont rendus à 12 ans. Alors ça, c'est intéressant parce que en ce qui concerne le genre, vous voyez qu'il y a une grosse disproportion. Autant on avait 2 garçons pour une fille. Et il semblerait qu'en banque mixte, c'est en général cet ordre de grandeur-là. Il y a plus de garçons qui sont confiés à la banque mixte. Autant d'eux, on avait 56,7% de garçons, un enfant non-binaire, qui sont majoritairement blancs, 61% de l'échantillon. Sinon, on avait 20% d'enfants noirs, 10% métis, 5% asiatiques, 2,5% autochtones. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont arrivés relativement tôt dans les familles. Vous voyez ici, plus d'un quart de l'échantillon est arrivé en bas de 3 mois et plus de la moitié de l'échantillon en bas d'un an. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. D'autant plus que en moyenne, voilà, il y a juste eu 1,32 placements antérieurs avant d'arriver dans les familles d'accueil. C'est tout l'intérêt de la banque mixte, en fait. Essayer d'éviter que ces enfants-là soient transbuggés de milieu en milieu, ce qui, vous en doutez, fait des ravages, notamment sur la question d'attachement, sur le plan d'attachement. Alors, j'en arrive à mon premier bloc. Je me suis intéressé au désir de parentalité chez ces couples d'hommes et leur motivation, notamment, à passer par l'adoption locale ici au Québec. Alors évidemment, il peut y avoir toutes sortes de raisons pour lesquelles on veut devenir parent et ce désir-là, il n'est évidemment pas étranger aux personnes LGBT. Quand on va regarder un peu les chiffres, quand vous regardez notamment le recensement de 2016, on note que c'est 4 fois plus de femmes qui élèvent des enfants, 80% de femmes, du couple de femmes versus
20% d'hommes. Bon, alors, on connaît tous les problèmes méthodologiques, là, au sens du recensement. On sait qu'une famille homoparentale, c'est un couple forcément qui élève un enfant mineur qui réside sur le même toit. Mais quand même, je suis allé revoir les chiffres de sa vie. Dans l'échantillon, sa vie, c'est, me semble de mémoire, 64% des parents qui sont des femmes cis et trans non hétérosexuelles. Versus 36% d'hommes cis et trans non hétérosexuels. Donc, est-ce que ça veut dire que les hommes en général ont moins envie de devenir parents? Je ne suis pas persuadé de ça. Je pense que peut-être les couples d'hommes ont plus d'obstacles pour accéder à la parentalité. Alors, évidemment, des contraintes biologiques, c'est plus facile de trouver un échantillon de sperme qu'un utérus disponible pendant 9 mois, mais aussi peut-être des contraintes qui sont liées à l'hétérosexisme. On est dans des sociétés qui accordent plus volontiers le rôle de donneur de soins principal aux jeunes enfants à des femmes plutôt qu'à des hommes. Donc, on remet un peu en question leurs compétences parentales. Peut-être aussi, dans la sous-culture gay, il y a toute une frange de la communauté gay qui considère que la parentalité, ça s'inscrit un peu en faux avec le style de vie gay. Donc, parce que, entre autres, ça appuie les institutions hétérosexuelles. Donc, il y a peut-être aussi cet obstacle-là. Donc, j'en viens à cette étude qu'on a menée donc, durant la première phase de collecte de données. C'est du Cali. On est allé faire des entrevues semi-directives auprès de 69 pères à domicile. Alors, bon, comme c'est un gros N, on a fait un petit peu de quanti dans le Cali. Là, et voilà, ça nous a permis, dans un premier temps, d'aller établir d'où vient ce désir-là. Donc, voilà ce qu'on a trouvé. On a établi que c'est à peu près 60% de ces hommes qui ont toujours voulu être parents. Il y en a qui nous ont même décrit ça comme quelque chose de viscéral. Aussi jeunes qu'ils s'en souviennent, ils ont voulu être parents. Puis vous avez un autre 40% qui ont vu leur désir plutôt se construire progressivement au gré de circonstances facilitantes. C'est des hommes qui avancent en âge, en général dans la trentaine, qui ont un bon partenaire, le couple est stable, il est solide, ils sont épanouis professionnellement, ils disent « bon, OK, allez, je me lance ». Par contre, ce qui est commun à la plupart de ces hommes-là, c'est une période de renoncement et je dirais même de deuil de la parentalité quand ils ont pris conscience de leur orientation sexuelle. On se rappelle, ce sont des hommes de la génération X et Y, donc nés avant les années 2000, avant des dispositions légales qui permettent l'adoption. Donc, beaucoup nous ont dit, hey, moi, là, ça a même retardé l'intégration de mon homosexualité parce que, justement, c'était un gros deuil pour moi, la parentalité. Maintenant, quand on va voir les raisons pour lesquelles ils veulent devenir parents, ce qui ressort le plus là, dans notre échantillon, c'est le fait de faire partie d'une famille nombreuse. Vous avez ici cet homme qui dit bon, moi, ça fait longtemps que je peux avoir des enfants, probablement depuis le secondaire. Ça vient sans doute du fait que moi, je suis dans une grande famille, j'ai un frère, une demi-sœur, une famille élargie, des oncles, des tantes, des grands-parents, tout le monde a des enfants. Donc, il y a ce facteur-là qui est ressorti. Ensuite, il y a le fait de côtoyer des familles, des enfants, et particulièrement des familles homoparentales et des modèles positifs. Ça, c'est beaucoup ressorti. Vous avez ici cet homme qui nous dit « Hey, quand on est allé chez des amis puis qu'eux avaient fait le processus banque-mix, je suis sorti de là j'ai dit à mon conjoint « C'est sûr, on fait ce projet-là. » Ça a été un déclencheur. Donc, c'est un peu ce qui, finalement, a permis à ces hommes de se projeter comme pères et de développer leur conscience procréative. Mais pour résumer, je vous dirais que quand on regarde l'ensemble des motivations de ces hommes-là et qu'on les compare à celles qui sont recensées dans la littérature chez les hommes hétérosexuels, on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence. C'est-à-dire que beaucoup nous disent, bon, on veut transmettre, on veut s'inscrire dans une généalogie, on veut renforcer un lien conjugal, on veut s'épanouir à travers la parentalité et puis l'éducation d'un enfant. Donc, vraiment des motivations très communes. Ce qui peut peut-être, on peut peut-être se poser la question de savoir, est-ce que c'est un discours un peu rationalisé? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de pression implicite à se conformer à des modèles hétéronormés? C'est une hypothèse que je fais là. Donc voilà, ça c'est en ce qui concerne les motivations. Et puis peut-être, on le sait, hein, il y a souvent des motivations plus ou moins conscientes, peut-être un peu moins louables, plus narcissiques, on va dire, mais elles sont pas ressorties dans le discours de ces pères-là. Beaucoup de rationalisation aussi concernant leur discours quand il s'agit de... Ça va la technique? Oui. OK, super.
Quand on leur pose la question de savoir pourquoi avoir opté pour l'adoption versus un autre mode d'accès à la parentalité. Alors, ce qui ressort le plus, c'est le fait de dire, ah, ben, c'est valorisé socialement, c'est perçu comme un geste altruiste. Vous avez ici ce père qui dit, on a fini par réaliser, ben, les enfants qui en ont besoin, il y en a plein ici. Donc, pourquoi est-ce qu'on tiendrait à avoir un enfant génétique ou à aller le chercher à l'autre bout du monde, surtout dans un contexte de surpopulation? Euh, voilà, il y a plusieurs choses là-dedans, mais ce qu'on voit, c'est que pour beaucoup, choisir l'adoption, c'est comme un peu pour atténuer une certaine impression de déroger à un ordre social et symbolique de par le caractère altruiste de l'adoption. C'est aussi peut-être une façon de légitimer un projet qui encore aujourd'hui est discrédité par toute une frange de la société. Autre chose qui a été mentionnée, le fait que c'est plus sécurisant sur le plan juridique parce que c'est encadré, contrairement à la GPA, à la législation pour autrui, qui, elle, est encore mal encadrée. Là, on avait des espoirs avec le projet de loi 2, mais bon, ce n'est que partie remise. C'est aussi le fait que c'est perçu comme trop cher. On se souvient qu'en moyenne, c'est à peu près 100 000 $. Plusieurs ont évoqué un dilemme éthique, alors surtout au niveau plus du narratif qu'on transmet à l'enfant au sujet de ses origines. C'est surtout ça qui a été mentionné. Et puis après, des préoccupations peut-être un peu plus pragmatiques, à savoir, mais qui va être le donneur de gamètes? Voilà pour les motivations en lien avec l'adoption. Et j'en arrive maintenant aux préférences pour le sexe, l'âge et l'origine ethnique, dans le sens où, à la banque mixte, les postulants et les postulantes ont la possibilité de choisir certaines caractéristiques de leur enfant. Alors, je sais que ça fait un peu magasinage, là, mais bon, éventuellement, on pourra en reparler de ça. On doit remplir une offre de service et on peut, entre autres, émettre des préférences en lien avec le genre, l'âge et l'origine ethnique de l'enfant. Alors, contrairement à ce que rapporte la littérature, nos pères gays, dans cet échantillon-là, n'avaient pas de préférence nécessairement pour une fille. C'est ça qu'on avait recensé dans la littérature. Vous voyez ici, il y a 40% d'échantillons qui n'avaient aucune préférence. Il y avait un 13% qui avait une préférence, mais uniquement pour un deuxième enfant. Ils voulaient la complémentarité. Et vous aviez un 24% qui clairement avait une préférence pour un garçon et 23% pour une fille. Bon, on se rappelle, c'est un petit N, là, 69 personnes, mais quand même, ça dit quelque chose. Et nous, ce qui nous a vraiment intéressé là-dedans, c'est connaître les motivations de ceux qui avaient une préférence pour un genre. Alors, voilà ce qu'on a trouvé. Ces préférences-là, elles sont essentiellement basées sur des craintes pour le futur, le propre sentiment de compétence du père et des stéréotypes de genre. Alors, on va regarder ça ensemble. Déjà, préférence pour une fille. Ça, c'est revenu très souvent. Il y a plus de 10 personnes qui nous ont dit « Ah, on veut une fille parce que si on a un petit gars, on a peur qu'il se fasse intimider à l'école. » Mais ça se reflète bien ici dans cette citation-là. On avait peur des préjugés, peur que le petit garçon soit traité de tapette dans la cour d'école parce que ses parents sont gays. On s'est dit, plus facile avec une petite fille. Il me semble qu'à l'école, ces amis de filles vont avoir peut-être tendance à dire « Hey, chanceuse, t'as deux papas. » Il y a plein de choses dans cette citation-là. Premièrement, cette idée que les filles auraient une plus grande tolérance à l'égard de la diversité et de l'homosexualité, mais aussi cette idée que, bon, quand on est une fille, si on a des parents de même genre, et surtout si c'est des mères lesbiennes, ça va. Mais si on est un petit gars et qu'en plus, on a deux pères, c'est comme si ça vient remettre en question la masculinité de l'enfant et potentiellement le mettre à risque au niveau de l'intimidation à l'école. Ça, à date, là, on n'a pas de preuve empirique de ça, là. C'est vraiment une représentation qu'ont les pères eux-mêmes, en tout cas certains d'entre eux. Ça, c'est malheureusement ressorti, évidemment, c'est minoritaire, mais ça a quand même été mentionné, la crainte qu'on fasse un amalgame entre pédophilie et homosexualité. Alors, pour se prémunir de ça, il y a certains pères qui ont dit « Non, nous, on veut une fille ». Il y a des pères qui nous ont dit hey, nous, il y a beaucoup de femmes dans notre entourage, beaucoup d'enfants filles. Alors, c'est un modèle qu'on connaît, on est à l'aise avec des filles. Et finalement, on en arrive donc au fameux stéréotype de genre. Alors, ça va dans tous les sens. Vous avez ces pères qui disent hey, moi, je veux une fille parce qu'elle communique mieux, elles sont moins bagarreuses. Cet autre père qui dit moi, j'aimais le fait d'avoir une fille en aîné parce que, bon, c'est des clichés, je le précise. Mais je trouve que les filles sont plus studieuses. Donc, tout ça, pour tracer la voie, c'est peut-être mieux. Voilà, ça, c'était les principales raisons qui font que certains de ces pères préfèrent une fille. Pour les garçons,
Alors, pour les garçons, même chose. Un garçon, c'est ce qu'on a, nous, on est des garçons, donc c'est un modèle qu'on connaît. On a beaucoup de garçons dans notre entourage. Pour les craintes concernant le futur, c'était surtout la gestion de l'adolescence d'une fille. Vous avez notamment ce père, là, ça l'illustre bien, qui dit « Hey, la sexualité, c'est des choses-là. » Par exemple, juste avoir ses règles ou quoi que ce soit. Voilà, moi, j'ai pas connu ça. Donc, mais en même temps, on est entouré de femmes, donc elles auraient pu l'expliquer. Bon, on est dans du calibre, là, c'est pas nécessairement la perception de l'ensemble, c'est impair. Puis on en arrive évidemment aux croyances plus stéréotypées en lien avec les rôles de genre. Alors là aussi, il y en avait beaucoup. Là, on avait l'embarras du choix. Je vous en ai sélectionné 2. Quand je pense aux différentes étapes de développement, je préfère le garçon. Je pense que c'est plus facile, tu sais, discuter avec un gars, rentrer dedans, on est direct, tout ça, j'aime mieux ça. Puis une dernière ici, j'ai toujours envie de jouer au hockey, au baseball, fait que je trouvais qu'un petit gars, c'était intéressant. Voilà. On pourra éventuellement commenter ça ensemble plus tard. Mais voilà, les pères gays ne sont pas nécessairement indemnes des stéréotypes de genre. J'en arrive à la question de l'âge. Alors bon, sans surprise, hein, la majorité des pères avaient une préférence pour des enfants très jeunes parce que ça limite la sévérité, enfin, la quantité de négligence ou de maltraitance que ces enfants auraient pu subir, les souvenirs traumatiques. Et puis souvent, quand les enfants sont plus jeunes, ils sont plus facilement adoptables aussi. La limite la plus fréquemment mentionnée, c'était 2 ans. Et on en arrive donc à la question épineuse de l'origine ethnique et la couleur de la peau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, il y avait cette avocate qui avait été très médiatisée. Elle avait fait une maîtrise pour démontrer le caractère discriminatoire des formulaires de la DPJ qui justement laissait les postulants, postulantes émettre une préférence par rapport à la couleur de peau et l'origine ethnique. Elle a eu gain de cause. Les formulaires ont été modifiés. Mais sachez que nous, dans notre échantillon de 69 personnes, il y en a 69 personnes qui n'avaient aucune préférence. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est les 31% qui ont émis une préférence pour généralement un enfant blanc, là, majoritairement. Il y avait 2 raisons qui sont ressorties. La première, c'était l'importance qu'ils accordaient à la ressemblance physique. Donc là, ici, on voit des pères qui veulent que leur unité familiale s'insère dans des narratifs de parenté biologique, en fait, grâce à la ressemblance physique. Et puis, la deuxième raison, c'était le fait que l'intersectionnalité soit perçue comme un défi pour l'enfant. Ce père qui dit « Hey, on a déjà 2 papas gays, en plus, on s'est dit 2 papas gays, en plus, il est noir, ça fait beaucoup de choses à accepter pour les familles. » Donc, il y a aussi cette idée de, voilà, est-ce qu'il va être intégré dans l'unité familiale? Ou cet autre père qui dit ici, ben, tu sais, ça facilite un peu les discussions. Tu sais, les personnes qui t'arrêtent dans la rue, qui te posent des questions, puis tout ça. On se disait on se disait par contre que ça serait plus facile si c'était un blanc. Étant gay, c'est sûr qu'on va être victime de discrimination, peut-être un moment ou un autre. Lui aurait pu être discriminé ou intimidé parce qu'il avait des parents homosexuels, mais en plus, parce qu'il vient d'une minorité ethnique. Malheureusement, c'est pas complètement infondé dans le sens où il y a quand même la documentation scientifique qui montre que les jeunes racisés ont plus de chances de vivre des agressions physiques et sexuelles et que la victimisation peut augmenter quand les facteurs d'oppression se cumulent. Bref, même chose, on pourra revenir là-dessus. J'en arrive à la conclusion de mon premier bloc. Alors, à retenir, il y a toute une pluralité de parcours et de réflexions qui mènent à la réalisation d'un projet parental. Il y a parfois des préférences qui sont émises pour le sexe et l'origine ethnique, même si c'est minoritaire, dans le sens où voilà, certains pères ont intériorisé des stéréotypes de genre, mais aussi des stéréotypes raciaux. C'est important de proposer des modèles positifs et divers de la famille dans l'espace public pour inspirer des couples gays de tout horizon à devenir parents. Et puis, idéalement, dans des recherches ultérieures, essayer d'inclure davantage des parents racisés dont l'orientation sexuelle et l'identité de genre ne se conforment pas au modèle. Voilà pour le premier bloc. Et on enchaîne. Je vous ai dit, c'est chargé. Hein? Alors, deuxième bloc, il s'intéresse à l'engagement des pères et au partage des tâches. On s'intéresse beaucoup à l'engagement des pères dans les familles hétéroparentales depuis une vingtaine d'années. En psychodéveloppement, moi, je suis un développementaliste, c'est ça ma branche de la psycho. Il y a énormément de publications qui se font sur quels sont les déterminants de l'engagement paternel. Donc, on est allé regarder dans la littérature qu'est-ce qui fait qu'un père est impliqué, un père hétéro, là, hein?
Et qu'est-ce qui fait que la répartition des tâches parentales et le travail domestique est plus égalitaire? Alors, ça concerne évidemment des variables plus microsystémiques au niveau des individus, le sentiment de compétence, l'histoire des pères, etc. Nous, dans cette étude-là, on est allé mesurer certains traits de personnalité et particulièrement des traits de personnalité stéréotypiquement féminins et masculins pour voir si ça allait avoir une influence sur le degré d'engagement et l'engagement dans certains domaines des soins et d'éducation à l'enfant. Bon, il y a beaucoup de variables qui sont liées au contexte conjugal, la conjugalité, à quel point il y a des gatekeepers dans les couples. On ne s'est pas attardé à ça. On a, nous, sélectionné des variables plus liées au contexte socio-économique, partant du principe que plus on a un gros capital socioculturel, plus il y a de chances qu'on soit moins impliqué dans les soins et l'éducation aux enfants. Et aussi, plus on travaille à l'extérieur, plus on a un nombre élevé d'heures rémunérées, moins il y a de chances qu'on en fasse à la maison. Donc, c'est un peu ça qu'on est allé regarder. Je vais revenir dans un instant dans mes hypothèses, mais juste avant, un petit tour d'horizon rapide sur la comparaison entre les familles hétéroparentales, lesboparentales et homopaternelles. Alors, sans surprise, chez les familles hétéros, c'est là où la répartition est la plus inégalitaire. Et encore aujourd'hui, dans des pays plus égalitaires et à salaire égal, les femmes en font plus, je ne vous apprends rien. Alors, ce qu'on sait que l'engagement des pères, c'est associé à toutes sortes de bonnes choses dans le développement de l'enfant. Et fait notable, on y reviendra, en Occident, le style d'interaction privilégié des pères avec l'enfant, c'est souvent le jeu physique. Le rough and tumble play, là, comme on appelle ça en anglais. J'y reviens tout à l'heure parce qu'on est allé regarder ça chez nos pères gays. Les championnes de l'équité, c'est les mères lesbiennes qui sont voilà, les plus équitables dans la répartition des tâches, même si parfois il y a une petite différence. En général, les mères biologiques ont plus de chances d'être impliquées dans les soins à l'enfant et celle qui a un revenu inférieur ou un travail à temps partiel est un petit peu plus impliquée. Et dans les couples de papa, alors là, c'est pas clair. On avait des résultats de recherche un peu discordants. Certains disaient que les couples d'hommes ont plus tendance à reproduire un modèle traditionnel avec un pourvoyeur économique et un donneur de soins principal. D'autres disaient non, c'est pas du tout ça. C'est en fonction des préférences, des habiletés. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ils sont plus égalitaires que les familles hétéroparentales, mais il y a peut-être plus d'enjeux de pouvoir. C'est-à-dire que dans les couples de papa, il y a peut-être plus de négociations, de discussions pour arriver donc à répartir les tâches. Donc, j'en arrive à mon étude. Ce qu'on a voulu voir, c'est à quel point leur niveau de scolarité, leur revenu, leur nombre d'heures travaillées et leur endossement de certains traits de personnalité stéréotypiquement féminins allaient prédire leur engagement auprès de leur enfant. Et on a voulu aussi les comparer au niveau de ces deux variables. Donc là, on est vraiment dans du quanti et on est dans un échantillon de 92 personnes. Alors, allons-y avec les résultats. Premier constat qu'on a fait, c'est que, ben oui, il y a une différence significative au sein des couples entre ceux qui en font le plus et ceux qui en font le moins. Vous voyez, là, on avait un score, c'est un instrument quantitatif là, qui permettait de générer un score global d'engagement. Ça nous a amené à distinguer donc, les donneurs de soins principaux et secondaires. Vous voyez, ici, le secondaire, il est à plus de 2 écarts types du principal. Je vous ai dit que je ne rentrais pas trop dans la méthode, mais je vous précise rapidement quand même l'instrument de mesure. C'est un instrument qui mesurait la fréquence journalière de l'implication des pères dans différents domaines. Les soins physiques, la discipline, le soutien émotionnel, les jeux physiques, l'ouverture au monde et l'évocation. L'évocation, c'est à quel point mon enfant est présent dans mon discours et notamment en son absence. Et puis aussi les tâches domestiques. On va y revenir sur ces sous-échelles tout à l'heure. Juste avant ça, je vous présente donc les différences entre les pairs. On a trouvé uniquement une différence significative entre les donneurs de soins principaux et secondaires au niveau du revenu. Donc, les donneurs de soins principaux gagnent un peu moins cher. Il n'y a pas de différence en termes de scolarité. On l'a vu tout à l'heure, ils sont tous très scolarisés. Et il n'y a pas non plus de différence en termes de nombre d'heures travaillées à l'extérieur du foyer. On avait utilisé un autre instrument qui est vraiment un gold standard dans le domaine, là, le Oda-SWAT. Il est intéressant cet instrument parce qu'il permet premièrement de montrer à quel point les personnes perçoivent de l'équité. Et j'attire votre attention sur ce chiffre-là, c'est une échelle donc sur 9 points. 1, je fais tout, 9, il fait tout, 5, équité parfaite. Et vous voyez, le score moyen sur toutes sortes de domaines, c'est 5,11. Donc, ils sont quand même assez équitables, même s'il y a une différence là d'engagement. L'autre score qui est intéressant, c'est la spécialisation. C'était une échelle sur 4. Vous voyez, ils sont à 0,83 sur 4 en moyenne. Donc, ils ne sont pas très spécialisés. En gros, ce que ça veut dire, c'est que ces hommes-là, ils mettent la main à la pâte un peu dans tous les domaines. Il n'y a pas une spécialisation importante. Et la dernière chose, l'insatisfaction dans la répartition, extrêmement faible, 0,58 sur 8.
Donc, ils sont globalement très satisfaits de la façon dont ils ont arrangé leurs affaires. Quand on regarde les sous-échelles d'implication, on voit que, je vous le donne en mille, là où ils sont le plus impliqués, jeux physiques. Tous. Pas tous. Grosse majorité s'implique très, très fortement dans les rough and tumble play, les jeux vigoureux avec leur enfant. Très impliqués aussi au niveau du soutien émotionnel. Un petit peu moins dans la discipline, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on regarde les énoncés du questionnaire, c'était plus des méthodes un peu coercitives. Alors, bon, tant mieux s'ils sont un peu moins impliqués là-dedans, mais vous voyez, là, ils dérogent déjà à certains rôles traditionnels de par leur implication forte dans le soutien émotionnel, un peu moins dans tout ce qui est jeu physique. Voilà, là, ils sont typiquement comme des pères straight, on va dire. Quand on regarde la différence au sein des couples entre les deux conjoints, on voit qu'il y a une différence significative donc, dans toutes les sous-échelles, sauf les vocations. Tout à l'heure, je vous ai dit, on est allé voir à quel point ils adhèrent donc à des traits de personnalité stéréotypiquement féminins et masculins. Donc là, on a utilisé la référence absolue dans le domaine au niveau de l'instrument, c'est-à-dire le BEM, Sexual Inventory. Je fais un long discours sur l'instrument, mais sachez qu'en gros, c'est auto-administré, puis on évalue des traits de personnalité. Alors, il y en a qui sont neutres. Est-ce que je suis curieux? Est-ce que je suis consciencieux? Puis, il y en a d'autres qui sont très stéréotypés, du type est-ce que je prends soin des autres? Est-ce que je suis sensible? Ça serait plus culturellement associé à la féminité, versus est-ce que je suis ambitieux, je suis assertif, je suis agressif? Ça, c'est plus associé à la masculinité. À partir de ces scores-là, on a classifié notre échantillon en 4 groupes. Ceux qui scorent très fort sur la féminité uniquement, 34%. Ceux qui scorent très fort sur la masculinité exclusivement, 15%. Ceux qui scorent très fort sur les deux, 29%, on les appelle les androgynes. Et ceux qui scorent pas fort du tout sur les deux, 22%. Ici, vous avez la norme de l'instrument pour des hommes. Vous voyez quand même une grosse différence, notamment par rapport à la catégorie masculin. Alors, ce qui nous a intéressé là-dedans, c'est de savoir, est-ce que ces différentes catégories de rôles de genre viennent prédire l'engagement dans les différents domaines de soins et d'éducation à l'enfant? Réponse, oui. Oui, ceux qui endossent des traits stéréotypiquement féminins sont plus engagés globalement, ont plus de discipline, ouvrent plus le monde, font plus de tâches domestiques. Là où on n'a pas trouvé de différence, c'est dans les jeux physiques. On y revient. L'évocation et le soutien émotionnel. Globalement, dans cette étude-là, les résultats les plus saillants, c'est une chose qu'il faut retenir, c'est celle-là. C'est que nos analyses nous permettent de montrer que les prédicteurs les plus forts de l'engagement, c'est la féminité et le revenu. Plus je gagne cher, moins j'en fais. Plus j'ai l'impression que l'argent m'octroie le droit de me déresponsabiliser, même si mon conjoint travaille autant que moi et est aussi diplômé que moi, on se le rappelle. Et plus j'adhère à des stéréotypes féminins dans ma conception de soi, plus je suis engagé auprès de mon enfant. Ça, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais je l'évoque rapidement. On avait regardé aussi les problèmes de comportement chez l'enfant. On voulait savoir si il y avait des prédicteurs. Et oui, on en a trouvé en insatisfaction dans la répartition du travail parental. C'est-à-dire que quand il n'y a pas une pleine entente sur la répartition des tâches, on peut imaginer que ça génère un contexte de stress parental qui affecte l'enfant. Les enfants scorent plus fort sur les échelles de troubles du comportement. Conclusion partielle 2. Nos pères gays ont un degré élevé d'implication, même si l'un d'eux est généralement un peu plus engagé que l'autre. Il y a une grosse proportion d'entre eux qui endossent des rôles féminins. Le degré de féminité et le revenu prédisent l'engagement paternel, et le meilleur prédicteur des troubles de comportement, c'est l'insatisfaction dans la répartition des tâches. Bonne respiration, on enchaîne. Ça va, je suis dans les temps? Oui, je suis dans les temps. Je vous propose de regarder maintenant comment vont les enfants. Alors, on se souvient, ce sont des enfants de la DPJ, donc ils arrivent dans les familles avec un bagage quand même assez rempli. Donc, il y a évidemment beaucoup de documentation scientifique qui nous disent que ces enfants-là, du fait qu'ils ont vécu des mauvais traitements, de la négligence, de la maltraitance, ils arrivent dans les familles d'accueil généralement avec plus de troubles extériorisés, intériorisés que les enfants non adoptés, et même ceux adoptés de l'international. Extérioriser rapidement tous les troubles de comportement qui sont plus manifestes, l'agressivité, l'hyperactivité. Troubles intériorisés, plutôt des symptômes dépressifs, anxieux, quelque chose de un petit peu moins visible de l'extérieur. Je vous ai dit qu'on parlait d'attachement aussi. Sans surprise, on sait que ces enfants adoptés-là, quand ils arrivent dans les familles d'accueil, ils ont aussi des patterns d'attachement plus insécures. Donc, plus de comportements d'attachement insécurisants que leur père non adopté. Mais bonne nouvelle, quand les parents d'accueil ont un niveau élevé de sensibilité, les problèmes se résorbent.
Qu'est-ce que j'entends ici par sensibilité? C'est cette capacité à reconnaître, percevoir les indices, les indices non-verbaux des enfants quand ils expriment un besoin, mais surtout d'y répondre adéquatement et rapidement. Plus l'enfant est jeune, plus il faut rapide, adéquatement à son besoin. Donc, c'est ça la sensibilité. Dans la littérature sur l'attachement, qui est très, 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 très prolifique, là, beaucoup de méta-analyses, on a établi un lien extrêmement fort entre la sensibilité des mères et la qualité d'attachement de leur enfant. Donc, quand les mères sont très sensibles, elles ont plus de chances d'avoir des enfants qui développent un patron d'attachement sécurisé. Le lien entre la sensibilité des pères hétérosexuels là, et leurs enfants, il existe, mais il est beaucoup plus faible. Quand on va voir les méta-analyses, là, on est à 0.13 versus 0.39 dans certaines méta-analyses. C'est fort, là, en psycho, 0.39. Donc, il y a certains théoriciennes qui en viennent à dire, bon, ben, vous voyez, ça se joue différemment, les mécanismes de formation des liens d'attachement entre un enfant et son père. Comme si, par essence, les pères étaient préprogrammés à interagir d'une certaine façon avec leur enfant et que l'attachement ne se faisait pas nécessairement dans les soins primaires. Idée que, évidemment, nous, on a cherché à réfuter à travers notamment cette étude-là. Je vous en parle dans un instant avec les résultats. Autre donnée intéressante, on sait que l'insécurité d'attachement, c'est un prédicteur des problèmes de comportement. Nous aussi, on est allé voir ça dans notre étude. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot, là, on est allé recenser la littérature, puis en psycho du développement, on aime ça comparer, on aime beaucoup comparer. Alors, on a comparé ici les familles adoptives entre elles. Puis, il y a eu plusieurs méta-analyses qui ont été faites, là. Puis, à chaque fois, ce qui ressort, c'est que les enfants de familles homopaternelles vont un petit peu mieux que les enfants de familles hétéroparentales adoptives. Alors, attention à l'interprétation. On n'est pas en train de dire que les pères gays sont meilleurs que les autres, c'est pas ça. On est plutôt en train de dire que, sans doute, ces hommes-là, parce que justement, on l'a vu tout à l'heure, bénéficient d'un statut socio-économique plus élevé, ils ont accès à plus de ressources humaines, financières. Donc voilà, c'est peut-être ça qui explique le fait que les enfants aillent un peu mieux. Peut-être aussi parce qu'ils sont mieux préparés à la paternité. Hein? Souvent, ce n'est pas une option B pour ces hommes-là, contrairement peut-être aux familles hétéroparentales qui, parfois, voilà, ont dû faire un deuil de l'enfant biologique parce que voilà, les techniques de procréation assistée n'ont pas fonctionné. Donc, pour la plupart de ces hommes-là, ce n'est pas une option B, l'adoption. J'en arrive à l'étude en question. Donc, on a voulu comparer le niveau de sensibilité des pères, mesurer la qualité d'attachement de leur enfant, voir s'il y avait une différence entre les deux pères, et ensuite voir s'il y avait un lien fort en sensibilité et attachement, et voir aussi si la sensibilité et la qualité de l'attachement prédisent, c'est-à-dire sont corrélées négativement aux troubles du comportement, en considérant dans nos analyses, plusieurs facteurs de risque, comme par exemple le nombre de placements antérieurs ou le temps passé dans les familles adoptives. Donc voilà ce qu'on a trouvé. Juste avant, rapidement, un petit mot sur la procédure. C'était on a travaillé fort. On est allé à 68 reprises à domicile, filmer des dynamiques parents-enfants. Tout ça, ça a été évalué par des codeuristes à l'externe pour calculer les accords interjuges. Mais en gros, on avait 3 heures de matériel pour chaque diade père-enfant. Tout ça, c'était évalué dans une séquence de jeux standardisés, puis des activités de la vie quotidienne, notamment une collation. Donc, ça a été tout un travail d'arriver à générer donc, des scores de sensibilité d'attachement. Je vous passe les détails, ce n'est pas le plus important. Mais sachez que voilà, grâce à cette méthodologie-là, on a réussi à établir donc, des scores de sensibilité et d'attachement. Et qu'est-ce qu'on constate? Premier constat, pas de différence de sensibilité entre les donneurs de soins principaux et secondaires. Pas de différence non plus au niveau de la qualité de l'attachement de leurs enfants au père 1 et au père 2. Maintenant, ce qui intéressait beaucoup la recherche, je vous rappelle, c'est des résultats qu'on a produits il y a déjà 4-5 ans, et à l'époque, ça a quand même beaucoup fait réagir les milieux de la recherche, parce que c'est la première fois qu'on venait de démontrer empiriquement que la qualité d'attachement de ces enfants-là à leur père gay est absolument pas différente de celle des mères adoptives et des mères de la population générale. Ici, vous avez plein de méta-analyses. J'ai compris une analyse de 2018, 12 949 enfants. Donc, vous voyez, on n'a pas de différence significative, aussi bien au niveau de l'attachement, la qualité d'attachement, que le degré de sensibilité des pères. Ce qui montre bien, finalement, que la sensibilité, ou en tout cas la qualité d'attachement d'un enfant, ça ne dépend pas du genre du parent. Ça dépend des rôles que le parent occupe, puis de la qualité d'interaction
que ce parent-là avec son enfant. C'est absolument pas une question de genre. Pour les troubles du comportement, alors, bonne nouvelle, au T1, on a trouvé quand même une très faible proportion d'enfants qui avaient des troubles du comportement intériorisés. On avait 15% ici des enfants qui dépassaient un seuil clinique et un 12% qui dépassaient le seuil clinique pour les troubles du comportement extériorisé. Donc, c'est plutôt bien. Bon, il y en a beaucoup qui étaient borderline, là, subclinique, mais voilà, globalement, la plupart de ces enfants-là allaient bien. Il faut dire qu'ils avaient déjà passé en moyenne, que je ne dise pas de bêtises, 1 an et demi dans les familles. Donc, voilà, ils avaient eu le temps de résorber leurs problèmes. On est allé les revoir en 2022. Puis on leur a réadministré le même instrument qui est vraiment la référence dans notre domaine, là, le CBCL, un gros questionnaire à 118 énoncés. Puis on s'est aperçu que, bon, ils ont un petit peu plus de troubles extériorisés et intériorisés au temps d'eux. Mais bon, c'est des ados. Alors, c'est une période de tumulte. On peut imaginer qu'il y a plus de symptômes qui ressortent. Voilà, il faudra continuer à les suivre. Par contre, ce qu'on a trouvé dans nos analyses, c'est que les facteurs de risque à l'enfance, c'est-à-dire le nombre de placements et le temps placé dans les familles d'accueil, prédisent les troubles du comportement à la préadolescence, adolescence. Donc ça, c'est quand même un résultat intéressant. On arrive donc à nos analyses principales. Voilà, je vais vous faire ça simple. La grosse conclusion de ce résultat-là, c'est que la sensibilité des pères prédit très fortement la qualité de l'attachement, exactement comme on le voit donc chez les mères hétéros. Et on était aussi content parce qu'on a réussi à répliquer ce résultat de recherche-là. La qualité de l'attachement, plus je suis attaché de façon sécurisante à mon père, moins je présente de problèmes extériorisés. Ce n'est pas sorti pour les problèmes intériorisés. On pourra en discuter aussi également un peu plus tard. T2, on est allé voir la victimisation chez ces enfants-là. On a utilisé même chose, un questionnaire classique dans le domaine. Puis, bon, sans trop de surprise, là, on voit que le degré de victimisation des enfants de Père-Gay est faible et aussi comparable à celui de populations normatives, ce qui nous amène à penser que peut-être les jeunes vont vivre quelque chose de plus subtil, plus des micro-agressions, ce qui m'amène finalement à le quatrième volet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Juste avant ça, une petite conclusion partielle pour résumer donc les points saillants de cette étude-là. Le niveau de sensibilité des pères gays est élevé, semblable à celui des mères, familles adoptives et de la population générale aussi. Le degré de sécurité d'attachement des enfants est élevé et semblable à celui observé dans les populations normatives. La force du lien entre sensibilité des pères gays et sécurité d'attachement est similaire à celui des mères et leurs enfants. Et finalement, les enfants de pères gays adoptifs ne semblent pas subir plus d'intimidation directe que les autres enfants. Je vous rappelle qu'à chaque fois, les études avec lesquelles on les a comparées, c'est des études dans lesquelles on a utilisé les mêmes instruments au même endroit, etc. On termine avec le dernier volet qui s'intéresse donc à l'expérience des ados de pères gays avec leur père en contexte scolaire. Je vous ai dit, on est retourné les voir en 2022 et on a fait 30 entretiens semi-directifs avec des enfants cette fois-ci. Puis là, je vous présente des résultats alors très préliminaires d'une de mes étudiantes qui s'appelle Gabrielle Comtois, qui, elle, a choisi de s'intéresser plus particulièrement aux jeunes racisés. Donc, c'est vraiment un sous-échantillon. Elle est allée voir l'expérience donc de 14 adolescentes et voilà ce qu'on a regardé. Je vais vous présenter le contexte. Donc déjà, on se rappelle qu'un tiers des enfants sont complètement des couples de même genre et un tiers sont non blancs. Donc, on avait quand même un certain nombre de familles ou paternelles adoptives transraciales. Donc, qu'est-ce qu'on voulait voir? On sait qu'à l'adolescence, c'est une période où on veut appartenir au groupe, où on va parfois se conformer aux normes du groupe, mais en même temps, on veut voilà, s'émanciper, on veut être authentique. Donc, on voulait voir comment ces jeunes-là naviguent là-dedans. Est-ce qu'ils subissent plus de micro-agressions du fait qu'ils ont un statut minorisé multiple à l'intersection de la racisation, de l'adoption et de l'orientation sexuelle des parents? Est-ce que ça les amène à dévoiler leur configuration familiale plus facilement, moins facilement? Comment ils perçoivent la réaction de leur père, PAIRS? Et quelle stratégie de coping, quelle stratégie d'adaptation ils mettent en place? Rapidement, dans la littérature, il y a déjà plusieurs exemples de micro-agressions qui ont été relevés, notamment avec l'hétérosexisme, d'être présumé de l'homosexualité du jeune en raison de celle de ses parents. Un exemple de micro-agression en lien avec le racisme, exemple dévalorisé le type de cheveux des personnes noires.
et des exemples de microagressions en lien avec la bionormativité. Alors ça, c'est un terme qui signifie le fait de valoriser les liens génétiques dans la formation d'une famille au détriment des liens de filiation non génétiques. Donc, un exemple de microagression, ce serait le fait de dire « mais c'est qui tes vrais parents ?» Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Donc, on voulait aller voir si nos jeunes vivent ce genre de choses-là en 2022 dans nos écoles ici au Québec. Et on voulait aller voir aussi le type de soutien dont ils bénéficient. Donc, on le sait, là, dans la documentation scientifique, c'est assez clair, le soutien des pairs est très important. Alors, idéalement, quand l'ami intervient pour défendre la victime, mais tout simplement le fait qu'il soit là pour offrir du soutien psychologique. C'est encore plus payant quand ce sont des jeunes qui sont eux-mêmes des enfants de familles queer ou de familles de minorités sexuelles et de genre. Il y a des études qui montrent clairement que des contacts fréquents avec des enfants de parents LG amoindrissent l'effet de la stigmatisation sur l'estime de soi. Le soutien des parents, évidemment, il est aussi important, même si les jeunes n'ont pas nécessairement tendance à aller rapporter ce qu'ils vivent à leurs parents. Mais on sait que quand les parents interviennent, notamment, sont là pour réinterpréter les comportements discriminatoires. C'est pas ta famille le problème, c'est l'homophobie. Ça peut aussi aider les jeunes. Et finalement, le soutien du personnel scolaire. Et là, j'entends tous les acteurs, actrices du système scolaire. Quand il y a une promotion de la diversité familiale, ça vient modérer la victimisation homophobe et aussi les effets de la victimisation homophobe. Puis, il ne s'agit pas simplement d'avoir des politiques en place dans les écoles, mais évidemment de les appliquer par le plus grand nombre d'acteurs et d'actrices. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est allé voir 14 ados racisés entre 10 et 16 ans, 5 filles, 5 garçons. 3 métis, 6 asiatiques, 5 personnes noires. Donc, c'est de l'analyse quali ici. Puis les principales questions qu'on s'est posées, je les répète, à quel point qu'est-ce qui favorise finalement ou inhibe le dévoilement de leur type de famille? Est-ce qu'elles sont la cible de microagressions en raison de leur adoption, leur couleur de peau, l'homosexualité de leurs parents? De quel type de soutien il et elle bénéficient et quels sont les facteurs de protection qui sont mis en place par les parents? Aujourd'hui, c'est très préliminaire. On va vous présenter des analyses plus poussées, plus approfondies plus tard. Donc là, vraiment, un petit aperçu des premiers résultats qu'on a mis en place, qu'on a mis en évidence. Sur la question du dévoilement, il y a toutes sortes de cas. Il y a des jeunes qui, malheureusement, dissimulent complètement leur type de famille. Ici, je trouve que cette citation est très parlante parce que vous avez le cas ici de ce jeune homme asiatique qui dit « Moi, au primaire, j'entendais plusieurs stéréotypes sur être un Asiatique et je savais que les jeunes allaient peut-être un peu mal réagir au fait que j'ai 2 pères, donc j'arrêtais pas de le cacher. » Donc là, vous avez un jeune issu d'une minorité visible qui vit de la discrimination raciale, qui subit des propos stéréotypés racistes et qui se dit OK, il faut que je préserve mes autres identités minorisées pour ne pas potentiellement rajouter une couche à la discrimination ou en tout cas les microagressions. Vous en avez d'autres qui vont nous dire, la plupart d'ailleurs nous ont dit ben, il faut que je développe un lien de confiance avant de dévoiler. Donc, je vais aller un petit peu repérer dans l'environnement tous les indices d'homophobie potentielle ou au contraire d'ouverture avant de faire le dévoilement de mon type de famille et je vais sélectionner les gens à qui je vais en parler. Vous avez ici cette jeune fille qui dit « Je ne dis pas à tout le monde. On était amis au début de l'année et je lui ai dit il y a 2 mois, donc ça prend du temps pour que je vois comment elles vont réagir. » Les 2 derniers cas de figure, ils sont intéressants parce que c'est des jeunes qui nous ont dit « Moi, là, je dévoile systématiquement. Même si je perçois de l'hostilité dans mon milieu, là, parce que je veux sensibiliser, je veux éduquer sur la diversité familiale et aussi parce que même des fois, je veux même confronter les pères homophobes ou intimidateurs. Donc ça, c'est voilà, encore une autre attitude en lien avec le dévoilement. Donc, est-ce que oui ou non, ils vivent de la stigmatisation? Alors, malheureusement, on a eu quelques discours qui vont dans ce sens-là. Il y a eu des propos racistes et stéréotypés qui ont été rapportés. Il y a des microagressions bionormatives du type, il y a des gens qui se sont dit, on me l'a dit, moi, c'est qui tes vrais parents? Il y a parfois, malheureusement, des réactions de jugement et de pitié après le dévoilement de la configuration familiale du type, quand tu dis que tu es adopté ou que tu as 2 pères, tu as déjà des personnes qui se sentent mal pour toi comme « Oh, je suis désolé ». C'est quand même triste de lire ça. Il y a des jeunes qui donc font de l'évitement ou, pardon, ont subi de l'évitement ou du rejet de leur père après le dévoilement.
Présomption de l'homosexualité du jeune, ça aussi, on l'a retrouvé dans le discours de certains. Présomption hétéronormative de la famille. Vous avez ici cette citation. Et toi, tu ressembles plus à ton papa ou ta maman? Moi, j'ai dit, ben, je sais pas, j'ai deux pères. Et après, ils étaient comme, oh, t'as deux pères. Et finalement, confusion, c'est plus drôle, confusion entre genre et rôle parental. Tu as trop de la chance d'avoir deux pères. En vrai, là, je te dis pourquoi. Ben, il me dit, je te dis, moi, si tu avais une mère, ouf, tu te fais engueuler tous les jours. C'est quand même un peu plus comique. La chose qui nous a frappé aussi, c'est le fait que les jeunes nous disent, on n'entend plus trop fif tapette dans les cours d'école. Par contre, on entend encore énormément le terme gay. Mais malheureusement, gay pour qualifier quelque chose d'indésirable ou pour dénigrer une autre personne. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que il semblerait que les jeunes qui utilisent le mot gay n'ont pas nécessairement des attitudes homophobes. C'est plus que le terme est tellement ancré, c'est comme une sorte de norme implicite du groupe qui fait qu'on répète des termes sans nécessairement y réfléchir, et non plus, on ne réfléchit pas non plus à l'impact que ça peut avoir donc, sur les jeunes de minorité. Et voilà, c'est surtout les garçons qui semblent avoir cours à ce genre de termes hétérosexistes en général, peut-être pour se conformer à une certaine représentation traditionnelle de la masculinité. Cette jeune le dit bien ici, elle dit ils ne savent pas vraiment s'ils sont vraiment homophobes ou sinon c'est juste parce qu'ils essayent de rentrer dans le groupe qui pourrait faire des blagues homophobes. Alors quand même, il y a des réactions positives ou neutres, heureusement, ou d'ouverture des pères envers le type de famille, ou voire de valorisation de l'homoparentalité. Je savais que ça allait juste je pensais que ça allait juste être OK, whatever, mais ils sont allés encore plus loin, ils ont dit OK, cool. Et je termine avec le type d'affects qui sont en lien avec les réactions. Alors, ce qui revient, bon, ça c'est un peu plus minoritaire, une jeune qui dit moi j'ai regretté d'avoir dévoilé mon type de famille. D'autres qui au contraire disent non, moi j'étais soulagée, j'étais contente. Mes amis savent que j'ai deux papas, je suis content parce que il y a peut-être des amis qui seraient comme plus mon ami à cause que mes parents sont gays. Mais ce qui revient le plus là, dans le discours de ces 14 personnes-là, c'est une sorte de lassitude. Oui, le fait de dire, hey, je suis tanné de toujours dire la même histoire, hey, c'est une famille d'accueil, j'essaie de faire ça court pour qu'elle comprenne, mais pas du début non plus. Ou alors de l'irritation. J'étais agacé d'entendre ça parce que moi, je savais pas si les personnes qui le disaient étaient conscientes que cela était homophobe ou pas. Donc, une sorte d'irritation, agacement à devoir faire de la sensibilisation. Je conclus. Les microagressions telles que la confusion récurrente à propos de l'adoption, la présomption de la bionormativité, l'utilisation d'une terminologie hétérosexiste et des microagressions raciales, malheureusement, sont ressorties dans le discours de nos jeunes. Les pères en contexte scolaire ne semblent pas toujours conscients de leurs attitudes, c'est-à-dire leur biais implicite, et de la manière dont elles contribuent à différentes formes de stigmatisation envers les personnes qui présentent des identités minorisées. Donc, ces résultats, là, très préliminaires, encore une fois, montrent l'importance d'une plus grande visibilité de la diversité familiale, la poursuite des efforts de la sensibilisation contre l'hétérosexisme, le racisme, la bionormativité dans les écoles primaires et secondaires. Mes références, sont toutes... ça s'affiche pas bien. En tout cas, je vous ferai parvenir ça pour ceux qui sont intéressés. Et je vous remercie beaucoup de votre attention.